Il est devenu millionnaire en seulement 1 an. Villa à Banana Island. Voiture de luxe. Argent illimité. Mais il y avait une règle. Une seule. Chaque année, quelqu'un qu'il aimait devait mourir. Et la 4e année, la mort a choisi la mauvaise personne. Bienvenue, c'est les histoires de Sérafina. William avait 32 ans, une petite chambre dans le quartier de Muchin, et une ambition si grande qu'elle lui brûlait les entrailles chaque nuit. Il travaillait depuis 8 ans pour la même société d'import-export sur l'île Victoria, griffant des chiffres dans des colonnes interminables, transportant des dossiers d'un bureau à l'autre, souriant au directeur qui ne connaissait même pas son prénom. 8 ans. Et rien. Pas de promotion. Pas d'augmentation significative. Juste le même salaire médiocre qui disparaissait le 20 du mois, avalé par le loyer, la nourriture, et les transferts d'argent qu'il envoyait chaque mois à sa mère à Ibadan. Sa mère. Rose. Une femme au dos courbé par les années, aux mains calleuses par les travaux, qui avait élevé seule ses 3 enfants après la mort de son mari. Elle croyait en William plus qu'elle ne croyait en elle-même. « Tu es mon soleil », lui disait-elle au téléphone chaque dimanche soir, sa voix traversant les 180 kilomètres qui les séparaient avec une chaleur qui lui serrait le cœur. « Tu vas réussir, mon fils. Je le sais. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu. » William avait prié. Longtemps. Il avait prié dans l'église du quartier, les genoux sur le béton froid, la nuque inclinée, les mains jointes. Il avait jeûné. Il avait donné le peu qu'il avait. Et pourtant, chaque matin, c'était le même bus bondé, la même chemise repassée avec soin pour masquer son usure, le même regard des collègues qui ne le voyaient pas vraiment. Ce soir-là, c'était un jeudi. Un jeudi de fin de mois, l'air chargé de l'humidité étouffante de Lagos en saison des pluies. William rentrait du travail, son sac sur l'épaule, ses pieds lourds sur le bitume détrempé, quand il croisa Serge. Serge. Ils avaient grandi ensemble à Ibadan, joué dans les mêmes ruelles poussiéreuses, fréquenté la même école primaire. Serge qui était aussi pauvre que lui il y a 5 ans. Serge qui portait les mêmes chaussures trouées, qui mangeait du riz à l'eau les jours difficiles. Mais ce Serge-là n'avait plus rien à voir avec celui de son enfance. Il sortait d'une Mercedes noire, vêtu d'un costume crème impeccable, une montre dorée au poignet, 2 téléphones dans la main. Il était accompagné de 2 femmes magnifiques et d'un chauffeur en uniforme. Il s'arrêta en voyant William et sourit. Ce sourire de quelqu'un qui a traversé de l'autre côté et qui regarde encore ceux qui restent sur le bord. William. Mon frère. Et, tu n'as pas changé du tout. Ils s'étreignirent. William sentit le parfum cher de Serge, vit de près la qualité du tissu de son costume, et quelque chose en lui se tordit douloureusement. Ils prirent un verre ensemble dans un bar de quartier. Pas le genre d'endroit où Serge avait l'habitude d'aller visiblement, mais il s'adapta avec une aisance qui impressionna William malgré lui. Ils parlèrent de leur enfance, de leurs amis perdus de vue, et puis Serge dit, presque en passant, les yeux dans son verre. « Tu sais William, il y a 2 ans j'étais encore comme toi. Vendeur de chaussures à Balogun Market. Incapable de payer mon loyer. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Serge leva les yeux. Il le regarda longtemps, comme s'il pesait quelque chose. « J'ai rencontré quelqu'un, dit-il finalement. Un homme. On l'appelle Baba Iyanu. Il vit à Agege, dans une maison qu'on ne voit pas depuis la rue. Il aide les gens. Les gens qui veulent vraiment réussir. Quel genre d'aide ?» Serge sourit encore, mais cette fois le sourire ne montait pas jusqu'à ses yeux. Le genre d'aide que l'Église ne peut pas te donner, mon frère. William rentra chez lui ce soir-là avec le nom de Baba Iyanu gravé dans l'esprit. Il essaya de ne pas y penser. Il se dit que c'était de la superstition, de la folie, que les gens intelligents ne croyaient pas à ces choses. Il prit une douche froide, s'allongea sur son matelas, et fixa le plafond dans l'obscurité. Mais le visage de Serge revenait. Sa Mercedes. Sa montre. Ce sourire. Et derrière le visage de Serge, le visage de sa mère. Ses mains calleuses. Son dos courbé. Sa voix fatiguée qui disait « Tu es mon soleil ». Il mit 3 semaines avant d'appeler le numéro que Serge lui avait glissé dans la main en le quittant. La maison de Baba Iyanu n'existait pas pour ceux qui ne la cherchaient pas. C'était une bâtisse ancienne au fond d'une ruelle d'Agege, dissimulée derrière un mur de parpaing surmonté de bougainvilliers rouges. Pas d'enseigne. Pas de panneau. Juste une porte en bois sombre et l'odeur, une odeur qui prenait William à la gorge dès qu'il descendit du Danfo, une odeur d'encens, de bois brûlé, de quelque chose d'autre qu'il ne pouvait pas nommer mais qui réveillait quelque chose d'ancestral et d'effrayant dans sa mémoire. Le gardien, un vieux homme aux yeux blancs de cataracte,
lui ouvrit sans qu'il ait eu besoin de frapper. « Il t'attend », dit le vieux simplement. L'intérieur de la maison était un labyrinthe de couloirs étroits, de pièces fermées, de bougies allumées à toute heure. Les murs étaient couverts de coris, de cornes d'animaux, de masques anciens aux visages torturés. Des odeurs se superposaient, le camphre, le sang séché, quelque chose de doux et de nauséabond à la fois. William serra les dents et avança. Baba Ianu était assis dans la dernière pièce. C'était un homme d'âge indéfinissable, il pouvait avoir 60 ans comme il pouvait en avoir 100. Son visage était couvert de scarifications rituelles, ses yeux noirs et profonds comme deux puits sans fond. Il était vêtu d'un simple pagne blanc, pieds nus sur le sol en terre battue. Devant lui, un plateau de bois sur lequel étaient disposés des objets qu'William préféra ne pas regarder de trop près. Il ne salua pas William. Il le regarda simplement, longuement, avec une expression qui donnait l'impression qu'il voyait à travers lui, comme si la chair et les os n'étaient qu'une fine pellicule transparente. « Assieds-toi », dit-il. Sa voix était basse, calme, sans accent particulier. Une voix d'où l'émotion avait été retirée depuis longtemps. William s'assit sur le petit tabouret en face de lui. « Tu veux de la richesse », dit Baba Ianu. « Pas une question. Une affirmation. Oui. Tu veux sortir de la misère. Tu veux que ta mère ne souffre plus. Tu veux qu'on te respecte. Tu veux le pouvoir. » Chaque phrase tombait comme une pierre dans une mare. William sentit sa gorge se serrer. « Oui », répéta-t-il. Baba Ianu hocha lentement la tête. Il prit l'une des choses sur le plateau, une petite statuette en bois sombre, à peine plus grande qu'une main, et la posa entre eux. « Ce que tu demandes est possible, » dit-il. Les ancêtres peuvent ouvrir des chemins que les hommes ne trouvent jamais seuls. Ils peuvent faire couler la richesse vers toi comme un fleuve. Ils peuvent t'élever au-dessus de ceux qui t'ont méprisé. Mais rien ne vient sans prix. Quel prix? Le silence dura trop longtemps. Les ancêtres ne prennent pas d'argent, dit enfin Baba Ianu. Ils prennent quelque chose de plus précieux. Chaque année que la richesse t'est accordée, ils réclament une vie. Pas la tienne. Jamais la tienne. Mais quelqu'un que tu aimes. Quelqu'un qui t'est proche. La vie se nourrit de la vie, mon fils. C'est la loi des origines. William sentit le sang se retirer de son visage. Tu veux dire que, chaque année, quelqu'un de ma famille va mourir? Quelqu'un qui t'est cher, rectifia Baba Ianu. Pas nécessairement ta famille. Mais quelqu'un. Et ce sera naturel en apparence. Une maladie. Un accident. Une mort dans le sommeil. Personne ne saura. Personne ne comprendra. Toi seul porteras cette connaissance. William se leva brusquement. Ses jambes tremblaient. C'est de la folie. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas. Tu peux partir, dit Baba Ianu calmement. La porte est derrière toi. Et tu retourneras à ta vie. À ton salaire de misère. Au regard de ceux qui ne te voient pas. À ta mère qui vieillit avec ses mains abîmées et son dos cassé. Tu peux choisir ça. C'est aussi ton droit. William resta debout, immobile. Il voulait partir. Ses pieds refusèrent de bouger. Il pensa à Serge. Sa Mercedes. Sa montre. Ce sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il comprit soudain pourquoi ce sourire ne montait jamais jusqu'aux yeux. Combien de temps peut durer, ce pacte? Demanda-t-il malgré lui, la voix rauque. Aussi longtemps que les ancêtres le décident. Ou jusqu'à ce que tu aies perdu suffisamment pour comprendre ce que tu as vraiment acheté. William regarda la statuette. Elle semblait le regarder en retour. Il aurait dû partir. Tout dans sa raison, dans son éducation, dans ce que sa mère lui avait enseigné à genoux dans la prière lui criait de partir. Il aurait dû se lever, traverser le couloir au masque grimaçant, sortir dans l'air sale d'Agege, prendre le premier danfo vers Muchin et ne plus jamais repenser à cette maison. Il ne partit pas. D'accord, dit-il. Sa propre voix lui parut étrangère. Venue de très loin, d'un endroit froid. Baba Ianu hocha la tête une seule fois. Comme si la réponse ne le surprenait pas. Comme si elle ne l'avait jamais surpris. Les choses changèrent avec une rapidité qui aurait dû l'alarmer. 2 semaines après sa visite chez Baba Ianu, son directeur le convoqua dans son bureau. William s'y rendit en s'attendant à une réprimande ordinaire. Au lieu de quoi, son directeur, un homme qui ne l'avait jamais regardé en face en 8 ans, lui annonça qu'il était promu au poste de responsable des opérations régionales. Une augmentation de 300%. Un bureau avec vue sur la lagune. Une voiture de fonction.
William ne dit rien. Il hocha la tête, signa les papiers, et attendit d'être seul dans le nouveau bureau pour s'asseoir et fixer la lagune en silence. Ça avait commencé. Dans les semaines qui suivirent, les opportunités tombèrent sur lui comme une pluie. Un contact d'affaires le présenta à un investisseur émirati qui cherchait un partenaire nigérian de confiance pour un projet immobilier sur l'île Victoria. William investit ses premières économies. Le projet doubla sa mise en 4 mois. Il réinvestit. Ça doubla encore. Un ami lui parla d'une licence d'importation de matériaux de construction que personne ne voulait. Il l'acheta pour presque rien et la revendit 6 mois plus tard à une multinationale pour une somme qui lui donna le vertige. À la fin de la première année, William possédait 3 appartements sur l'île Victoria, un compte bancaire à 9 chiffres et une réputation qui grandissait dans les cercles d'affaires de Lagos. Il avait quitté son emploi. Il avait acheté sa propre société. Il avait installé sa mère dans une maison à Ibadan, une vraie maison, avec un jardin et une femme de ménage. Il lui avait offert tous les soins médicaux qu'elle avait refusé de se payer pendant des années. Rose pleurait de joie au téléphone. « Mon Dieu t'a béni, mon fils. Je savais que tu réussirais. Je le savais. » William écoutait sa voix et sentait dans sa poitrine quelque chose de froid s'installer, quelque chose qu'aucune réussite ne pouvait réchauffer. Car il attendait. Chaque jour il attendait. Scrutant les nouvelles sur son téléphone avec une terreur silencieuse. Vérifiant que sa mère allait bien. Appelant ses sœurs plus souvent qu'avant. Guettant des signes, des présages, des ombres. Le coup arriva un mardi matin de novembre, à la fin de la première année exactement. Son téléphone sonna à 5 heures du matin. C'était Chioma, sa sœur aînée, qui appelait d'Ibadan. Il décrocha et il sut, avant qu'elle dise un mot, au son de sa respiration hachée, il sut déjà. « C'est Kelechi » dit Chioma. Il s'est endormi hier soir et il ne s'est plus réveillé. Les médecins disent que c'est le cœur. Ils disent que c'était impossible à prévoir. Kelechi. Son cousin. 28 ans. En parfaite santé 3 jours plus tôt. William l'avait appelé la semaine précédente pour prendre de ses nouvelles, et Kelechi riait, plaisantait, parlait d'un projet de petite entreprise qu'il voulait lancer. William resta assis sur le bord de son lit, le téléphone contre l'oreille, à écouter sa sœur sangloter, et il ne dit rien. Il ne pleura pas. Il ne pouvait pas. La douleur était là, immense, mais autour d'elle s'enroulait quelque chose de pire que la douleur, la culpabilité. La certitude. La connaissance atroce que personne autour de lui ne partageait. Il paya pour les funérailles. Généreusement. Comme un homme coupable cherche à compenser l'incompensable avec de l'argent. La deuxième année fut encore meilleure que la première. William développa son empire avec une efficacité qui émerveillait ses associés. Il semblait avoir un instinct infaillible pour les affaires. Savoir exactement quand acheter, quand vendre, quels projets allaient exploser, lesquels allaient couler. On commença à parler de lui dans les journaux économiques. On l'invitait dans des conférences. On le consultait. On le sollicitait. Il déménagea dans une villa à Banana Island, l'adresse la plus prisée de Lagos, cette île artificielle où vivait l'élite de l'élite. Sa villa avait une piscine à débordement sur la lagune, 6 chambres, un garage pour 4 voitures. Il embaucha du personnel. Il voyagea, Dubaï, Londres, Paris, New York. Et il attendait. Toujours. Avec cette terreur froide dans la poitrine. La deuxième victime fut Aminu, son ami d'enfance. Ils avaient grandi ensemble à Ibadan, joué au football pieds nus dans les ruelles. Aminu qui était son frère de cœur plus que son ami. Un accident de la route sur l'autoroute Lagos-Ibadan un vendredi soir. Le camion qui venait en face. Ils dirent que le chauffeur du camion s'était endormi. William apprit la nouvelle par SMS pendant un dîner d'affaires dans un restaurant de l'île Victoria. Il lut le message. Il posa son téléphone. Il finit son repas. Il sourit aux gens autour de la table. Il parla de chiffres, de projections, de stratégie. Et à l'intérieur, quelque chose se fracturait un peu plus. Il commença à s'éloigner des gens. Pas brusquement. Progressivement. En réduisant les contacts, en s'inventant des excuses pour ne pas voir ses proches, en évitant les liens trop forts. Si les ancêtres prenaient ceux qui lui étaient chers, alors peut-être que la solution était de ne plus laisser personne s'approcher trop près de lui. De se construire une solitude protectrice autour de sa réussite. Il se concentra sur son travail. Son empire s'étendit. Il créa une fondation caritative, officiellement pour aider les jeunes entrepreneurs nigérians.
En réalité, au fond de lui, c'était une autre forme de compensation. Une tentative de rembourser une dette qu'aucun argent ne pouvait éteindre. C'est pendant cette deuxième année qu'il rencontra Diane. Diane, 30 ans, avocate d'affaires, fille d'un diplomate ghanéen et d'une Nigériane. Belle d'une façon qui arrêtait les conversations. Pas seulement physiquement, mais dans sa façon d'être, dans son intelligence tranchante, dans ce rire qu'elle avait, franc et inattendu, qui contrastait avec l'élégance de sa mise. Ils se rencontrèrent lors d'un séminaire sur l'investissement panafricain. Elle l'aborda la première, directe et sans coquetterie, pour lui poser une question précise sur une de ses interventions. Il tomba amoureux d'elle ce soir-là, et ce fut la première fois depuis longtemps que quelque chose de chaud atteignit la zone froide de sa poitrine. Et immédiatement après avoir reconnu cet amour, la terreur arriva. Il ne pouvait pas l'aimer. Il ne pouvait pas la laisser s'approcher. Elle deviendrait l'une de ceux qui lui étaient chers, et alors les ancêtres la réclameraient. Il devait l'écarter. La blesser si nécessaire. La faire partir avant qu'elle entre trop profond dans sa vie. Mais Diane n'était pas le genre de femme qui partait facilement. Elle était aussi têtue qu'elle était brillante. Et lui, malgré tout ce qu'il savait, malgré la terreur et la culpabilité et les morts qu'il portait dans sa mémoire comme des pierres, il se laissa aller. Ils sortirent ensemble. Puis ils vécurent ensemble. Elle emménagea dans la villa de Banana Island avec une légèreté qui illumina chaque pièce. Elle y apporta ses livres, ses rires, ses réveils à 5 heures du matin pour travailler, ses dimanches paresseux où elle lisait en laissant traîner sa main dans les cheveux de William allongés contre elle. Et lui l'aimait éperdument, et lui avait une peur permanente, et lui ne dormait plus vraiment, guettant dans l'obscurité les signes qui annonçaient la prochaine récolte des ancêtres. La 3e année, ce fut Père Emmanuel. Un prêtre. L'homme qui avait baptisé William à Ibadan, qui lui avait donné sa première communion, qui avait prononcé l'oraison funèbre de son père quand William avait 9 ans. Un homme bon, profondément bon, de cette bonté tranquille et totale qui ne fait pas de bruit. 67 ans. Une crise cardiaque dans sa paroisse un dimanche matin, en pleine célébration de la messe, juste au moment de l'élévation. Le téléphone de William vibra à l'heure où cela arrivait. Il était dans une réunion avec ses avocats à Lagos. Il vit le nom de sa sœur s'afficher. Il ferma les yeux une seconde. Il laissa le téléphone vibrer. Il finit la réunion. Ce soir-là, seul dans son bureau après que Diane se fut endormie, il ouvrit le tiroir dans lequel il avait enfermé la petite statuette en bois sombre que Baba Ianu lui avait remise lors de son départ. « Tu dois la garder près de toi », avait dit le vieil homme. C'est par elle que le lien se maintient. Il la prit dans sa main. Elle était légère. Étrangement chaude pour du bois. Il la regarda longtemps. 3 ans. 3 morts. Kéléchi. Aminu. Père Emmanuel. Des gens irremplaçables. Des gens qui n'avaient rien fait de mal. Des gens qui méritaient leurs années, leur vie, leur futur. Partis. Effacés. Pour que lui puisse avoir sa villa et sa Mercedes et ses comptes en banque et ses articles dans les journaux économiques. Pour la première fois depuis le début, William pleura. Il pleura longtemps, en silence, la statuette dans le poing, assis par terre dans son bureau de Banana Island pendant que la lagune brillait sous les lumières de la nuit. Il pleura pour Kéléchi, pour Aminu, pour Père Emmanuel, pour l'homme qu'il était avant d'entrer dans cette maison d'Agege, pour les prières de sa mère auxquelles il avait cessé de croire le soir où il avait dit « d'accord » à un vieux homme aux yeux comme des puits. Mais il ne retourna pas voir Baba Ianu. Pas encore. Car au fond de sa terreur et de sa culpabilité, la richesse était là. Réelle. Palpable. Diane dormait dans sa maison. Sa mère vivait sans douleur pour la première fois depuis 20 ans. Et il ne savait pas comment arrêter quelque chose qu'il ne comprenait pas vraiment. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que la 4e année allait être différente de toutes les autres. La 4e année, les ancêtres allaient viser quelqu'un qu'ils n'auraient jamais imaginé perdre. Et cette fois, William ne resterait pas assis à pleurer en silence. Cette fois, tout allait exploser. Il n'était pas le seul à avoir changé. Lagos aussi l'avait changé. Ou peut-être que c'était lui qui avait changé Lagos dans sa perception. La ville était la même, bruyante et chaotique et magnifique, mais il la regardait maintenant avec d'autres yeux. Il voyait les jeunes hommes dans les bus bondés, les chemises repassées avec soin, les regards tendus vers un horizon qui semblait toujours reculer. Il se reconnaissait en eux avec une douleur aiguë. Il avait été eux. Il savait exactement ce qu'il ressentait, cette rage silencieuse contre un monde qui ne laissait pas entrer,
cette honte de rentrer les mains vides, cette fatigue profonde de travailler fort pour ne rien obtenir. Et il voulait les aider. Vraiment. Ce n'était pas que de la culpabilité, c'était quelque chose de plus ancien, de plus sincère, qui venait de l'enfant qu'il avait été à Ibadan, qui venait de la voix de sa mère qui disait « Si Dieu te donne, tu dois donner en retour ». Sa fondation commença à distribuer des bourses aux jeunes entrepreneurs. Pas de petites sommes symboliques, des capitaux réels, assortis d'un accompagnement concret. Il rencontrait lui-même les bénéficiaires, leur parlait, apprenait leurs histoires. Dans ces moments-là, pendant quelques heures, la zone froide dans sa poitrine se réchauffait légèrement. Il existait autrement que comme le dépositaire d'un pacte maudit. Il existait comme un homme qui faisait quelque chose de bien avec quelque chose de mauvais. Diane voyait ces contradictions en lui. Elle était trop intelligente pour ne pas les voir. « Tu portes quelque chose », lui dit-elle un soir, alors qu'ils dînaient sur la terrasse de la villa et que la lagune s'étendait devant eux sous les étoiles. « Tu souris, tu travailles, tu réussis tout ce que tu touches. Mais il y a quelque chose derrière tes yeux que tu ne montres à personne. Même à moi. » Il la regarda. Elle n'avait pas peur de la vérité. C'était une des choses qu'il aimait le plus en elle. Elle allait vers les choses difficiles sans détour, avec cette franchise calme qui était à la fois sa force et ce qui lui faisait parfois peur. « Tout va bien, dit-il. » Elle posa sa fourchette. Le regarda sans ciller. William. Ce simple prénom. Prononcé ainsi, avec ce poids. Il faillit tout lui dire. Il sentit les mots remonter dans sa gorge comme une vague. Baba Ianu, la statuette, le pacte, Kéléchi, Aminu, Père Emmanuel, la comptabilité macabre de sa réussite. Il faillit. Mais il ne le fit pas. Car lui dire aurait été une autre forme de la faire entrer dans le cercle. Et le cercle était mortel. « Je suis fatigué parfois, dit-il. C'est tout. Le succès a ses propres pressions. » Elle hocha lentement la tête. Elle ne le crut pas, il le vit dans ses yeux. Mais elle ne poussa pas davantage. Elle avait cette sagesse aussi, savoir quand attendre. Ce soir-là, après qu'elle se fût endormie, il resta éveillé à écouter sa respiration régulière dans le noir. Il compta ses inspirations comme on compte des grains de chapelet. Il pensa aux 3 morts. Il pensa à la 4e année qui avançait. Il pensa à ce que signifiait vraiment aimer quelqu'un quand on est maudit. Car maintenant il était certain de quelque chose qu'il avait refusé d'admettre pendant 3 ans. Il aimait Diane plus qu'il n'avait jamais aimé personne. Plus que sa mère, même, d'une façon différente, d'une façon qui impliquait son avenir et pas seulement son passé. Elle était devenue le centre de gravité de sa vie. Et donc elle était devenue la cible la plus évidente pour des entités qui se nourrissaient de ce qui lui coûtait le plus. Il devait faire quelque chose. Il ne savait pas encore quoi. Mais il devait agir. Dans son tiroir, la petite statuette attendait dans l'obscurité. Et quelque part dans Agege, derrière son mur de bougainvilliers rouges, Baba Ianu attendait lui aussi, avec la patience de quelqu'un qui sait que ses débiteurs reviennent toujours. Ils reviennent toujours quand ils comprennent enfin ce qu'ils ont vraiment sacrifié. Et ce qu'il reste encore à perdre. La 4e année commença comme les autres. Le soleil se levait sur Banana Island avec cette lumière dorée et cruelle qui transformait la lagune en miroir liquide. Les bateaux des pêcheurs traversaient l'eau au loin comme des ombres silencieuses. Les oiseaux tournaient au-dessus des toits des villas. La gosse respirait, grondait, vivait, indifférente comme toujours à ce qui se passait derrière les murs de ses maisons les plus belles. William se réveillait chaque matin de cette 4e année avec la même sensation dans la poitrine. Ce mélange de terreur et d'attente qui était devenu plus familier que le sommeil lui-même. Il tendait la main vers Diane, vérifiait qu'elle respirait, qu'elle était chaude, qu'elle était là. Elle dormait toujours d'un sommeil profond et paisible, les cheveux étalés sur l'oreiller, les lèvres légèrement entr'ouvertes. Elle était vivante. Il pouvait partir de là. Les affaires continuaient de prospérer avec cette logique implacable qui n'avait plus rien d'étonnant pour lui. Un contrat avec le gouvernement de Lagos pour la rénovation de 3 ponts. Un partenariat avec une société sud-africaine pour un projet d'énergie solaire dans le delta du Niger. Sa fondation avait maintenant financé 230 jeunes entrepreneurs. Les journaux parlaient de lui comme du visage d'une nouvelle génération d'hommes d'affaires nigérians, ambitieux, généreux, visionnaires. Il lisait ses articles avec un sourire qu'il ne ressentait pas. Diane était enceinte depuis 3 mois. Elle lui avait annoncé la nouvelle un soir de mars, dans la cuisine, avec cette façon directe qu'elle avait de dire les choses importantes, sans mise en scène, sans larmes, juste les mots posés devant lui comme un cadeau ou une question. Il avait souri.
Il l'avait prise dans ses bras. Il avait dit les mots qu'on dit dans ces moments-là. Et à l'intérieur, une terreur nouvelle s'était ouverte sous ses pieds comme un gouffre sans fond. Un enfant. Un enfant qui allait naître dans le cercle du pacte. Une vie nouvelle qui allait entrer dans le périmètre de ce qu'il aimait. Une cible parfaite pour des entités qui se nourrissaient exactement de ça. Il ne dormait plus du tout. Il consultait des médecins, officiellement pour la santé de Diane, pour le suivi de grossesse. En réalité, il voulait des gens autour d'elle, des gens qui la surveillaient, des gens qui pouvaient réagir vite si quelque chose arrivait. Il embaucha discrètement une infirmière privée qui passait chaque matin. Il fit installer des équipements médicaux dans la villa. Il refusa 2 voyages d'affaires pour ne pas la laisser seule à la gosse. Diane remarquait tout. Elle ne disait rien, mais elle remarquait. « Tu me surprotèges », lui dit-elle un soir. « Je suis enceinte, William. Pas malade. Je veux juste m'assurer que tout va bien. Tout va très bien. Le bébé est en bonne santé. Moi aussi. Tu peux arrêter de me regarder comme si j'allais disparaître. » Ce mot. Disparaître. Il le reçut comme une gifle invisible. « Je t'aime », dit-il simplement. Elle s'approcha de lui, prit son visage entre ses mains, le regarda avec ses yeux qui voyaient toujours trop loin en lui. « Je t'aime aussi. Mais il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Je le sens depuis un moment. Et ce n'est pas un reproche, c'est juste que je suis là, William. Quelle que soit la chose. Je suis là. » Il ne répondit pas. Il posa sa main sur son ventre rond et ferma les yeux. Ce fut temps mais que Rose tomba malade. Sa mère. 61 ans. La femme dont la voix au téléphone avait été l'unique constante de toute sa vie. Pendant les années de misère à Muchin, pendant les premières réussites, pendant les 3 deuils qui avaient fracturé son âme en silence. Rose qui habitait maintenant dans sa belle maison à Ibadan avec son jardin et sa femme de ménage. Rose qui prenait ses médicaments chaque matin. Rose qui appelait chaque dimanche à 9h pile. Ce dimanche-là, elle n'appela pas. William appela à 9h05. Pas de réponse. À 9h10. Rien. Il appela la femme de ménage, Félicia, une femme fiable qu'il payait bien précisément pour des moments comme celui-là. Félicia décrocha à la 3e sonnerie, et William entendit dans sa voix, avant qu'elle parle, ce qu'il n'avait pas voulu entendre. « Monsieur William. Madame Rose. Elle était par terre dans la cuisine ce matin quand je suis arrivée. J'ai appelé l'ambulance. Elle est à l'hôpital universitaire d'Ibadan maintenant. Les médecins disent que c'est le cerveau. Un AVC, ils disent. » Il raccrocha. Il s'assit. Il ne bougea pas pendant 4 minutes exactement. Il le sut parce qu'il fixait l'horloge sur le mur de son bureau et que les aiguilles lui semblaient avancer dans un temps qui n'était plus le sien. Puis il se leva, prit ses clés, et dit à Diane qu'il devait partir à Ibadan d'urgence. L'hôpital universitaire d'Ibadan sentait le désinfectant et la fatalité mélangés. Les couloirs étaient encombrés de familles inquiètes, de médecins pressés, de l'espoir et de la douleur qui coexistaient dans chaque chambre comme 2 locataires incompatibles condamnés à partager le même espace. Rose était dans le service de neurologie. Elle était consciente, c'était le premier mot que le médecin lui dit, et William sentit quelque chose se desserrer légèrement dans sa poitrine. Consciente mais affaiblie. Le côté gauche du corps touché. La parole difficile. Ils allaient devoir observer, traiter, rééduquer. C'était un AVC sérieux mais pas catastrophique. Avec les bons soins, elle pouvait récupérer significativement. Il entra dans la chambre. Rose était allongée, la moitié du visage légèrement tombante, le regard fixé sur la fenêtre. Quand elle l'entendit entrer, elle tourna lentement la tête vers lui. Et malgré l'AVC, malgré la faiblesse, malgré tout, ce regard. Ce regard de mère qui reconnaît son enfant dans n'importe quelle condition, de n'importe où, après n'importe quelle durée. « Mon fils », dit-elle. La voix déformée, laborieuse. Mais les mots là. Il s'assit à côté d'elle et prit sa main. Cette main qu'il connaissait depuis toujours, calleuse et sèche et chaude. La main qu'il avait tenue quand il avait peur, qui avait préparé ses repas, qui avait prié pour lui pendant des décennies. Il la tint et il ne dit rien et il ne pleura pas. À l'intérieur, quelque chose hurlait. C'était elle. C'était sa mère. La 4e année réclamait sa mère. Il resta à Ibadan 5 jours. Il paya les meilleurs médecins, fit venir des spécialistes de la gosse, s'assura que Rose avait tout ce dont elle avait besoin. Sa sœur Chioma vint aussi, et ils se relayèrent à son chevet, et Rose progressa légèrement de jour en jour. La parole qui revenait par fragments, les doigts de la main gauche qui recommençaient à bouger. Mais William savait. Il savait que ce n'était que le début.
Il avait vu comment les ancêtres travaillaient. Pas toujours brutalement, pas toujours vite. Parfois lentement. Parfois en prenant leur temps, comme pour prolonger la souffrance de celui qui portait la connaissance. Il rentra à Lagos le 6e jour. Et cette nuit-là, il ouvrit son tiroir, prit la statuette dans sa main, et prit une décision. Il allait retourner voir Baba Iyanu. La maison d'Agege était exactement comme dans son souvenir. Les bougainvilliers rouges. La porte en bois sombre. L'odeur qui prenait à la gorge. Le vieux gardien aux yeux blancs qui ouvrit avant qu'il ait frappé. « Il t'attend », dit le vieux. Comme la première fois. Baba Iyanu était assis à la même place, dans la même position, vêtu du même pagne blanc. Comme si les 4 années n'avaient pas existé. Comme si le temps ne mordait pas sur lui. Il n'attendit pas qu'il parle. « Je veux rompre le pacte », dit William. Sa voix était calme. Il avait décidé d'être calme. La peur n'avait plus de place dans cette conversation. Baba Iyanu le regarda longuement. « Assieds-toi », dit-il. « Je n'ai pas besoin de m'asseoir. Je veux savoir comment rompre le pacte. »« Assieds-toi », répéta le vieil homme. Pas comme un ordre. Comme une évidence. William s'assit. « Les pactes avec les ancêtres ne se rompent pas », dit Baba Iyanu. « Ils se complètent. Ou ils se retournent. » Qu'est-ce que ça veut dire, se retourner? Ça veut dire que tu peux choisir d'offrir quelque chose de différent à la place des vies qu'ils réclament. Quelque chose d'équivalent. Quelque chose qui te coûte autant. Quoi? Qu'est-ce qui vaut autant qu'une vie pour eux? Baba Iyanu prit la statuette sur le plateau devant lui. Identique à celle qu'il gardait dans son tiroir, ou peut-être la même, il ne pouvait pas savoir, et la posa entre eux. Ta richesse, dit-il simplement. Tout ce que les ancêtres t'ont donné, tu le rends. Tu repars de zéro. Et en échange, ils arrêtent de prendre. Le silence qui suivit fut le plus lourd que William eût jamais porté. Tout rendre. Ses appartements. Sa société. Ses comptes. Sa villa à Banana Island. La maison de sa mère à Ibadan. La fondation. Tout. Redevenir l'homme de Muchin avec sa chemise usée et son bus bondé. Sauf qu'il avait maintenant Diane. Et l'enfant qui allait naître. Et une mère à moitié paralysée qui avait besoin de soins coûteux. « Et si je refuse ?» demanda-t-il. Alors les ancêtres continuent. Et tu connais leur logique maintenant, ils vont vers ce qui te coûte le plus. Ta mère a survécu cette année. Ce n'est peut-être pas terminé pour elle. Ou peut-être que ce sera la femme. Ou l'enfant à naître. L'enfant à naître. William sentit quelque chose se glacer en lui définitivement. Combien de temps j'ai pour décider ? Tu as déjà décidé, dit Baba Iyanu. Tu n'es pas venu ici pour négocier. Tu es venu parce que tu sais déjà ce que tu dois faire. Il rentra à Banana Island à 2 heures du matin. Diane dormait. Il s'assit dans le salon face à la lagune et regarda les lumières de Lagos se refléter dans l'eau noire. Il pensa à tout ce qu'il allait perdre. Il pensa à Serge, il n'avait pas eu de nouvelles de Serge depuis 2 ans, et maintenant il comprenait pourquoi. Serge avait peut-être choisi de continuer. Serge payait peut-être encore. Il pensa à l'homme qu'il était avant. Le jeune homme de Muchin. La chemise repassée avec soin. Le bus bondé. La rage silencieuse. Il l'avait haï cet homme. Il avait tout fait pour s'en éloigner, pour qu'il n'existe plus, pour le remplacer par quelqu'un que le monde respectait. Mais cet homme-là n'avait pas de sang sur les mains. Cet homme-là dormait sans compter les respirations de ceux qu'il aimait. Il sortit son téléphone. Il appela son avocat principal, Philippe Essien, un homme discret et compétent qui gérait ses affaires depuis 3 ans. Il le réveilla. Il lui dit qu'il voulait le voir à 7 heures du matin pour entamer un processus de liquidation et de redistribution de l'ensemble de ses actifs. Philippe crut qu'il plaisantait. Puis il entendit la voix de William. Cette voix calme et définitive qui ne laissait aucun espace pour le doute, et il ne dit plus rien. 7 heures, répéta William. Et il raccrocha. Il resta encore 1 heure face à la lagune. Puis il alla se coucher à côté de Diane. Il posa sa main sur son ventre. L'enfant bougea, une légère pression contre sa paume, comme une réponse, comme une confirmation. Il ferma les yeux. Cette nuit-là, pour la première fois depuis 4 ans, William dormit vraiment. Les semaines qui suivirent furent les plus étranges de sa vie. Il démantela son empire avec la même méthode et la même concentration qu'il avait mis à le construire. Les appartements de l'île Victoria furent vendus.
3 d'entre eux furent cédés à des prix en dessous du marché à des jeunes entrepreneurs de sa fondation. Sa société d'import-export fut restructurée et les parts distribuées entre ses cadres les plus compétents. Les comptes furent vidés progressivement, une partie pour les soins de Rose, une partie pour un fonds qu'il constitua pour Diane et l'enfant, le reste reversé à des institutions caritatives. La villa de Banana Island fut la dernière chose à partir. Philippe Essien exécutait les instructions avec l'expression d'un homme qui assiste à quelque chose qu'il ne comprend pas mais qui sent qu'il ne doit pas questionner. Les associés, les partenaires, les contacts d'affaires réagirent différemment, la stupéfaction d'abord, puis les rumeurs. On dit qu'il était ruiné. On dit qu'il avait des dettes cachées. On dit qu'il était devenu fou. Les journaux économiques qu'il avait encensés se retournèrent avec une rapidité qui aurait été comique dans d'autres circonstances. Il ne lut aucun de ces articles. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était Diane. Il lui dit tout. Il ne pouvait pas faire autrement. Elle allait voir sa vie changer radicalement. Elle portait son enfant, elle méritait la vérité même si la vérité était incompréhensible. Il lui dit tout, un soir, assis face à elle dans le salon qui allait bientôt ne plus être le leur. La statuette posée sur la table entre eux, petite et sombre et silencieuse. Elle l'écouta sans l'interrompre. Du début jusqu'à la fin. Kéléchi. Aminu. Père Emmanuel. Baba Iyanu. Le pacte. Les 4 années. Rose et l'AVC. La décision. Quand il eut fini, elle ne dit rien pendant un long moment. Elle regardait la statuette. Puis elle leva les yeux vers lui. « Tu aurais dû me dire, dit-elle. Pas comme un reproche. Comme une constatation douloureuse. Je sais. Tu aurais dû me laisser décider avec toi. Je sais. » Elle prit la statuette dans sa main. La regarda. La reposa. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant on repart de zéro. Avec ce que j'ai mis de côté pour toi et le bébé. Ce n'est pas rien, c'est suffisant pour commencer correctement. Et moi je recommence. Autrement. Sans Baba Iyanu. Sans pacte. Sans compter les morts. » Elle hocha la tête lentement. Puis elle fit quelque chose qu'il n'attendait pas. Elle se leva, traversa l'espace entre eux, et s'assit à côté de lui. Elle prit sa main dans la sienne. « D'accord, » dit-elle simplement. Ce mot. Ce simple mot. Prononcé avec une légèreté tranquille qui contenait pourtant tout, l'acceptation, la confiance, le courage. Il la regarda et il pensa qu'il ne méritait pas cette femme et que c'était précisément pour ça qu'il allait passer le reste de sa vie à essayer de le mériter. Rose récupéra. Lentement, laborieusement, avec la détermination têtue des femmes qui ont survécu à des choses que personne ne connaît vraiment. 6 mois de rééducation. La parole qui revenait mot par mot. La main gauche qui apprenait à nouveau à tenir une cuillère, à boutonner un vêtement, à caresser le visage de son fils quand il venait la voir. Elle quitta l'hôpital universitaire en septembre. Elle retourna dans sa maison d'Ibadan, la maison que William ne pouvait plus payer seul, mais que sa sœur Chioma aida à maintenir, et que la communauté de leur quartier entoura d'une chaleur spontanée qui lui serra le cœur. Le jour où Rose rentra chez elle, William était là. Il l'aida à marcher jusqu'à sa chaise dans le jardin. La même chaise où elle aimait s'asseoir le matin pour regarder le soleil se lever. Elle s'assit. Elle respira l'air du jardin. Elle ferma les yeux une seconde. Puis elle regarda son fils. « Tu as changé, dit-elle. » Pas la parole déformée de l'hôpital, sa voix revenait, imparfaite encore mais reconnaissable. Sa voix à elle. « Tu as changé d'une façon que je ne comprends pas encore. Mais tu ressembles plus à toi-même qu'avant. » Il ne répondit pas. Il s'assit à côté d'elle et ils restèrent en silence dans le jardin jusqu'à ce que le soleil commence à descendre. L'enfant naquit en novembre. Une fille. Petite et parfaite et furieuse contre le monde qui l'accueillait, elle cria dès la première seconde avec une conviction qui fit rire le médecin et pleurer Diane. William était là, dans la salle d'accouchement, et quand on lui mit sa fille dans les bras pour la première fois, il sentit quelque chose se transformer en lui d'une façon irréversible. Cette chose froide qui vivait dans sa poitrine depuis 4 ans. Cette zone de terreur et de culpabilité et d'attente qui avait été son compagnon permanent, elle se déplaça. Pas disparue. Elle ne disparaîtrait jamais complètement. 3 morts ne s'effacent pas. Kéléchi ne revient pas. Aminu ne revient pas. Père Emmanuel ne revient pas. Ils sont là pour toujours, dans la mémoire de William, dans le prix de ce qu'il avait choisi un soir dans une maison d'Agege. Mais autour de cette zone froide, quelque chose d'autre grandissait maintenant. Quelque chose de plus fort et de plus réel. Il appela sa fille Grace.
comme sa grand-mère Rose qu'on appelait parfois Mama Grace dans le quartier. Comme la chose qu'on reçoit sans l'avoir méritée et qu'on passe sa vie à honorer. Les mois qui suivirent, William travailla. Pas comme avant, pas avec la fièvre désespérée d'un homme qui fuit sa propre médiocrité, pas avec la peur secrète au fond de lui que sans magie noire tout s'effondrerait. Il travailla comme un homme ordinaire. Il trouva un poste de consultant dans une société d'ingénierie civile sur le continent. Son nom faisait encore quelque chose dans certains cercles, et son expertise était réelle, indépendante de tout pacte. Il accepta un salaire honnête. Il loua un appartement correct à Yaba. Pas Banana Island, pas l'île Victoria, mais un endroit propre et vivant et humain où Grace grandissait en entendant les bruits de la gosse filtrés par les fenêtres ouvertes. Diane reprit sa pratique d'avocate. Elle était brillante, elle l'avait toujours été, le pacte de William n'avait rien à voir avec ça, et ses clients revinrent vite. Elle portait la famille autant que lui pendant les premiers mois, sans jamais le formuler comme un sacrifice, sans jamais le retourner contre lui. Il apprit à vivre différemment, à apprécier des choses qu'il avait ignorées pendant 4 ans. Le dimanche matin avec Grace qui dormait sur sa poitrine, les dimanches à Ibadan avec Rose qui récupérait semaine après semaine, les fins de journée simples où il n'attendait rien de catastrophique. La terreur était encore là parfois. Le soir principalement, il tendait encore la main vers Diane dans le noir pour vérifier qu'elle respirait. Il appelait encore Rose le dimanche à 9h pile. Probablement que ça ne partirait jamais complètement. Mais il y avait une différence fondamentale maintenant. Ces gens qu'il aimait, ils étaient vivants parce que la vie les maintenait en vie, pas parce qu'un vieux homme dans une maison d'Agege avait décidé de les épargner. Leur existence n'était plus le produit d'un marché secret. Elle était réelle. Fragile comme toute vie est fragile, incertaine comme toute vie est incertaine, mais libre. Lui aussi était libre. Il retourna une dernière fois à Agege, 6 mois après avoir tout liquidé. La maison était là. Les bougainvilliers rouges. La porte en bois. Mais le vieux gardien n'ouvrit pas avant qu'il frappe. Il frappa. Personne ne vint. Il frappa encore. Rien. Il resta debout devant cette porte un long moment. Puis il posa la petite statuette en bois sombre devant le seuil, se retourna, et marcha vers la rue sans se retourner. La gosse continuait d'exister autour de lui, bruyante, chaotique, magnifique, indifférente. Les danfos klaxonnaient. Les vendeurs criaient. La pluie menaçait à l'horizon, ce ciel lourd et gris qui précède les grandes averses de la saison. L'odeur de la ville, de la friture, du bitume chaud, de la lagune au loin. Il sortit son téléphone et appela Diane. « C'est fait, dit-il. Comment tu te sens ?» Il réfléchit honnêtement à la question. Il chercha dans sa poitrine, dans cet espace où avait vécu pendant 4 ans quelque chose de froid et de lourd. « Léger, dit-il finalement. Je me sens léger. » Elle rit doucement à l'autre bout du fil. Il entendit Grace babiller en arrière-fond, cette voix nouvelle et minuscule qui était devenue le son le plus réel de son existence. « Rentre à la maison, dit Diane. » Il remit le téléphone dans sa poche. Il leva les yeux vers le ciel de la gosse, ce ciel immense et saturé, chargé de pluie et de lumière et de tout ce que cette ville promettait et reprenait avec la même générosité brutale. Il avait 36 ans. Il avait une femme. Une fille. Une mère qui apprenait à nouveau à marcher. Une vie sans empire, sans villa, sans Mercedes, sans le poids de mort qu'il ne pourrait jamais ressusciter. Ce n'était pas le succès dont il avait rêvé dans sa chambre de Muchin à 32 ans. C'était quelque chose de différent. Quelque chose pour lequel il n'avait pas de mots exacts. Quelque chose qui ressemblait, étrangement, à de la paix. Il traversa la rue et disparut dans la gosse. Fin. Il y avait une chose que William n'avait jamais racontée à Diane, même le soir où il lui avait tout dit. Un détail qu'il gardait pour lui, pas par honte, mais parce que certaines choses appartiennent à ceux qui les ont vécues et ne se transmettent pas sans se déformer. Quelques semaines après avoir tout liquidé, il était retourné à Muchin. Pas pour y vivre. L'appartement de sa chambre de jeunesse était occupé par quelqu'un d'autre depuis longtemps. Il y était retourné juste pour marcher. Pour refaire à pied le trajet qu'il faisait chaque matin pendant 8 ans, du quartier jusqu'à l'arrêt du bus, dans cette lumière de la gosse qui ressemble à nulle autre lumière au monde. Il avait marché lentement. Il avait regardé les gens. Les vendeurs de rue qui commençaient à installer leurs étals. Les femmes qui portaient les enfants attachés dans le dos et les marchandises en équilibre sur la tête simultanément, avec cette grâce qui n'appartient qu'à elles. Les jeunes hommes en chemise propre qui attendaient le bus, les yeux déjà tendus vers quelque chose au loin qu'on ne voyait pas depuis ce trottoir-là. Il avait été eux. Il se souvenait exactement de ce regard-là.
Cette fatigue qui n'est pas de la paresse, c'est la fatigue de désirer très fort quelque chose qui ne vient pas. Cette tension dans la mâchoire. Cette façon de compter les jours qui passent comme si le temps était un ennemi personnel. Il avait eu envie de les arrêter, chacun d'entre eux, et de leur dire quelque chose. Mais il n'avait pas su quoi. Pas encore. Il n'avait pas de leçon à donner. Lui qui avait fait le pire choix possible pour sortir de là où ils étaient. Il n'était pas un exemple. Il était une mise en garde, peut-être. Ou juste un homme qui avait survécu à ses propres erreurs et qui marchait dans le matin de Lagos avec les pieds de quelqu'un qui apprend à nouveau à poser ses pas sur du sol ordinaire. Il avait pris le bus. Assis parmi les gens, serré entre une vieille femme qui tenait un sac de légumes sur les genoux et un adolescent qui écoutait de la musique trop fort dans ses écouteurs. Le bus klaxonnait, s'arrêtait, repartait. Lagos défilait par la fenêtre dans toute sa complexité brutale et magnifique. William avait fermé les yeux. Et il avait souri, un vrai sourire, pas celui des photos dans les journaux économiques, pas celui des réunions d'affaires. Un sourire intérieur, discret, qui ne s'adressait à personne et qui pour cette raison précisément était entièrement à lui. Voilà ce qu'il n'avait pas dit à Diane. Ce moment dans le bus. Cette chose simple et silencieuse qui ressemblait au début de quelque chose. Pas à un recommencement. Pas à une rédemption. Le mot était trop grand et trop propre pour ce qu'il vivait réellement. Juste à un matin parmi les matins. Juste à Lagos qui continuait. Juste à la vie qui, malgré tout, malgré lui, continuait d'avoir une consistance réelle sous les pieds. Il descendit du bus 3 arrêts plus tôt que prévu et rentra à pied jusqu'à l'appartement de Yaba. Grace l'attendait. Diane aussi. Le café sur la table. La fenêtre ouverte sur la rue. Il entra. Il referma la porte derrière lui. Et la journée commença. Rose le sut ce jour-là, sans qu'il le dise. Elle l'avait toujours su, d'une façon ou d'une autre. Les mères savent. Il était son fils. Imparfait, blessé, debout. Et ça, pour elle, depuis toujours, depuis le premier souffle qu'il avait pris dans ses bras, c'était suffisant. C'était même tout. Et dans la rue en bas, Lagos continuait, indifférente, magnifique, éternellement en mouvement. Cette ville qui avale les rêves des uns pour nourrir la gloire des autres, et qui parfois, rarement, laisse un homme traverser de l'autre côté avec quelque chose de plus précieux que la gloire.